Bien. Comment nourrir sa curiosité? Comment nourrir sa curiosité? En ce qui me concerne, euh, lorsqu'on parle de curiosité, généralement ça va concerner un truc bien particulier. Je ne pense pas que je connaisse des gens qui soient particulièrement curieux à propos de tout. D'accord? Ça va concerner un truc bien particulier. Et une façon, la façon simple de le faire, c'est de s'entourer des éléments. C'est pas le mot exact que je cherche. Je veux plus parler des moyens qui nous facilitent le contact avec l'objet de notre curiosité. C'est-à-dire, supposons que vous aimez les trucs en rapport avec, je peux dire la science, disons-le comme cela. Et que vous n'êtes pas trop loin d'une bibliothèque ou un truc comme ça. D'accord. Où il y a il y a suffisamment de la littérature il y a suffisamment d'ouvrages scientifiques. L'idée, c'est de fréquenter très souvent cette bibliothèque et juste de vous laisser aller à la dynamique de ce qui se présente devant vous. Ou d'avoir un ami qui vous donne accès à ce genre de contenu qui vous intéresse. En tant que le flow d'informations ou la dynamique en rapport avec l'objet de votre curiosité est toujours présent dans votre environnement, c'est facile pour vous d'entretenir votre curiosité, de nourrir votre curiosité. Même si l'objectif n'est pas de nourrir votre curiosité, mais c'est de grandir à travers l'objet de votre curiosité. Donc, cela suppose quoi d'autre? Pendant longtemps, j'ai, c'est toujours le cas, j'ai toujours été intéressé par la métaphysique et tout ce qui est, disons, spirituel. Et donc, j'ai toujours veillé à m'entourer de ce genre d'informations. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple voilà, d'avoir ce genre d'informations sur le net. Ce qui fait que généralement, pendant très longtemps, ce n'est plus le cas actuellement, mais pendant très longtemps, je me rappelle, il y a 10 ans, 15 ans de cela, et bien longtemps avant, hein, jusqu'à c'est-à-dire, d'il y a 20 ans à il y a 10 ans ou 15 ans, j'étais beaucoup au fait dans la littérature en rapport avec ces sujets. Puis c'était mon centre d'intérêt. Et donc, je pouvais littéralement y consacrer le tiers de ma journée, indépendamment de mes autres activités de la journée. Je pouvais juste m'y retrouver le tiers de ma journée, que ce soit sous forme de littérature, soit sous forme de contenu visuel ou audio. J'étais juste immergé. Donc, c'est de trouver un moyen d'être totalement immergé dans l'objet de notre curiosité. Et plus l'objet de notre curiosité est accessible, plus il est aisé pour nous, en fait, de nous laisser emporter. Et cela va nourrir encore plus notre curiosité par rapport à ce même sujet. Et cette curiosité nourrie qui a grandi va nous pousser encore plus, d'accord, vers la quête de plus d'informations, surtout en rapport avec l'objet de notre curiosité. Donc pour moi, c'est l'approche. C'est plus une approche solitaire, selon moi, qu'une approche collective. Parce que généralement, dans l'approche collective, disons que l'on, l'on se retrouve un peu à perdre
d'accord, la guidance de sa propre boussole. Puisque dans une approche collective, lorsqu'on veut faire un truc en groupe, il y a souvent une idée qui va surplomber celle des autres et c'est elle qui va diriger, en fait, la quête. Mais du coup, cela ne laisse plus libre cours à votre curiosité parce que la curiosité ira main dans la main avec la spontanéité, l'improvisation. Et donc, dès qu'on rentre dans une dynamique de groupe, on n'avez plus la capacité ou on n'avez plus la possibilité d'être spontané et d'improviser. Soit vous décidez, si vous êtes bien positionné, c'est vous qui proposez les trucs. Il faut que les autres soient d'accord pour que vous preniez la tangente là. Ou vous subissez au fait le choix fait par quelqu'un d'autre. Dans les deux cas, c'est toujours pas un bon deal selon moi. Lorsqu'on chevauche seul, lorsqu'on est dans une dynamique dictée par la curiosité, je pense que le mieux c'est de faire le chemin tout seul. Ça nous donne le temps d'aller et ça nous permet d'avoir un certain degré de concentration aussi par rapport à ce que nous nous essayons de faire. On se laisse juste immerger et on peut sauter. C'est un peu comme je suivais le podcast de Joe Rogan où il discutait avec comment s'appelle le comédien là? Kate Williams. Et Kate Williams il racontait comment quand il était plus jeune, enfant et ado, je crois, il lisait beaucoup et qu'il pouvait ouvrir 5, 10 livres devant lui et il lit un peu ici et certaines informations qu'il a ici le poussent à aller lire ici dans un autre bouquin et il sautait d'un bouquin à l'autre, d'accord, pendant des heures et à la fin, il obtenait quelque chose d'assez unique qui n'était pas le produit d'un seul bouquin qu'il avait devant lui, mais et non pas non plus le produit de tous les bouquins qu'il avait devant lui, mais le produit de sa propre compréhension et donc de sa propre spontanéité, de sa propre guidance tout au long de sa quête durant la lecture là. Et donc c'est pas quelque chose que l'on peut réaliser dans une dynamique de groupe malheureusement, mais c'est un peu cela pourquoi en fait c'est quelque chose lorsqu'il en a parlé c'est quelque chose à travers lequel je me suis retrouvé. Et je pense que c'est la seule vraie approche au fait. Et puisque la curiosité c'est une guidance intérieure, d'accord? C'est une guidance intérieure et c'est une voix du cœur. Elle n'a pas besoin de témoins, elle n'a pas besoin d'une orientation venant de l'extérieur, d'une certaine façon. Et donc, pour moi, la dynamique, elle est celle-là. Et pour la nourrir, c'est un peu comme je l'ai dit. Faut trouver le plus d'éléments en rapport avec le sujet tout le temps. D'accord? Immergé par ces éléments, l'élément de notre curiosité. Comment faire pour sortir des sentiers battus? Lorsqu'on parle de sentiers battus, on parle de chemins déjà tracés par d'autres. Ça peut être ça peut être des idées, d'accord, préconçues, que la majorité va adopter. Ou ça peut être comment on appelle ça? Une idée ouais, dans certains environnements, il y a une idée de carrière qu'il faut avoir. C'est-à-dire, lorsque tu nais dans telle famille, tu dois faire ci, ou quand tu nais dans telle population, ethnie, etc., tu dois faire tel, etc. Et c'est comme un chemin déjà tracé, où l'individu doit juste marcher sans dérailler. Et je pense que c'est une façon
dangereuse et suicidaire d'avancer dans la vie. Parce que de toute façon, cette personne n'est pas en train d'avancer. Puisqu'elle n'avance pas sur sa propre voie, elle avance sur quelque chose qui est déjà conçu. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre a marché, quelqu'un d'autre a vécu, et elle marche dans les pas de la personne qui a vécu. Ce n'est pas sa propre vie. C'est une vie pas... Je sais même pas comment appeler ça. Donc, comment faire pour sortir des sentiers battus? C'est défini par soi-même et pour soi-même sa propre voie. Faire des choix conscients pour soi-même et s'y tenir et avancer. Mais pour ce faire, il faut d'abord s'asseoir et il faut prendre le temps de séparer la perception du monde que l'on nous a prêté, que ce soit la famille ou l'environnement dans lequel nous évoluons, et notre propre perception du monde. C'est le premier truc à faire. Et définir ensuite notre ligne d'arrivée pour nous. C'est-à-dire, notre vie, elle est accomplie par quoi? Quel élément ou quelle réalisation nous permettrait de nous dire que, ok, lorsque telle condition est remplie, je considère que j'ai vécu une vie accomplie. Et c'est cette ligne d'arrivée, c'est cette destination-là qui va dessiner pour moi la trajectoire que je dois suivre pour arriver à bon port. C'est-à-dire que le voyage commence par la destination. Le voyage commence par la destination. C'est la seule façon d'y arriver. Lorsque je sais ce que je veux comme destination, comme résultat, maintenant je peux tracer le sentier qui va m'y mener. Parce que c'est une destination qui m'est propre. Et donc, éventuellement, personne n'est déjà là-bas. Personne n'y est encore arrivé. Je vais être celui qui va y arriver. De toute façon, je l'ai décidé pour moi. Et donc, forcément, le chemin est neutre. Et parce que j'ai décidé une destination, maintenant, je vais tracer des signaux. Et je vais faire mon chemin jusqu'à la destination. Donc, sortir des sentiers battus, c'est tracer sa propre voie. C'est faire des choix pour soi. Faire des choix conscients. Ce n'est généralement pas des choix faciles. Surtout quand il y a des conceptions générationnelles liées à cela. C'est-à-dire que, surtout si c'est dans un environnement où, voilà, pendant des générations, il y a un contexte traditionnel. D'accord. Il y a cela. Les choses ont toujours été réalisées de telle façon et vous voulez sortir des centres, vous voulez faire les choses autrement. Cela peut causer beaucoup de clash. C'est un peu comme, je crois, dans certains pays, il y a des ethnies, d'accord, ou quand vous n'êtes pas des ethnies, il y a des classes sociales. Quand vous naissez dans cette classe sociale, vous ne pourrez pas vous permettre de réaliser des choses qui sont suivant l'évolution, d'accord, de cette communauté-là, réservée à telle autre classe sociale. C'est un peu comme quand on considère que quelqu'un qui est né je sais pas si c'est un bon exemple, mais c'est un peu pour donner une image de ce dont je parle. Quelqu'un qui est né, disons, dans la classe royale, les princes, etc., la noblesse royale, il n'a pas le droit de chanter, il n'a pas le droit d'être griot, donc de chanter. Peu importe en quelle année on est, l'idée reste la même. Sa classe sociale fait que il n'a pas le droit de chanter. Mais ça, c'est des sentiers bien tracés déjà. Mais si l'individu est lorsque l'individu va décider de suivre sa propre voie, il y aura beaucoup de clash. Il y aura beaucoup de clash avec sa communauté de base. Et
Ça peut devenir un conflit générationnel, littéralement. Ça peut devenir un conflit générationnel. Donc, il y a certains sentiers qui sont plus faciles à emprunter que d'autres. Il ne s'agit même pas d'emprunter un sentier ici, il s'agit de le construire par soi-même, pour soi-même. Donc, certains sentiers vont être plus faciles à construire que d'autres. Et suivant la pression sociale qui est liée justement à ce choix-là, suivant je ne vais pas parler de valeurs, mais je vais parler plus de construction sociale, de construction culturelle, de croyances liées à, à ces choix-là. Comment valoriser des idées originales? Je pense que pour valoriser les idées originales, il faut deux choses. Fondamentalement une chose, mais je pourrais ramener ça à deux quand même. La chose à faire qui ne va pas changer, c'est qu'il faut trouver le moyen de vulgariser ces idées. C'est-à-dire, rendre populaire ces idées en question. C'est-à-dire, par exemple, nous vivons dans un monde, enfin, la façon dont le monde évolue aujourd'hui fait que le tout tourne autour des médias, des réseaux sociaux. Et donc, lorsque vous avez une idée originale, l'idée c'est de la partager avec le plus de monde possible. Donc, la populariser sur la toile. Et ainsi faisant, elle permet d'atteindre beaucoup de personnes. Et ce faisant, justement, les personnes qui... cela vous donne l'opportunité de pouvoir toucher des personnes qui pourraient y trouver de la valeur. Et c'est là que cela rejoint mon deuxième point. De façon traditionnelle, lorsque vous avez une idée, vous avez un concept que vous implémentez, il faut trouver les bonnes personnes, c'est-à-dire les personnes que cela pourrait intéresser. Donc c'était ça le deuxième point. Et vous pouvez pitcher votre projet encore et encore, votre idée encore et encore sans que ça n'intéresse qui que ce soit. Surtout si ça a besoin d'un investissement, il faut pitcher. Il faut présenter le projet. Cela, que le projet soit bon ou pas, que l'idée soit originale ou pas, cela va dépendre au fait de l'orientation, d'accord, de la personne en face de vous. Mais pour valoriser le projet, forcément, vous êtes obligé de prendre les devants et de présenter le projet à encore plus de personnes. Et la chose de base, généralement, on va vous demander un prototype où vous allez réaliser éventuellement une simulation du, du- de l'idée aboutie. Et cela pourrait encourager, parce que ça donne à ceux qui sont en face de vous une idée de, OK, lorsque je me mets dans ce projet, voilà à quoi je m'attends, etc. Mais avec les réseaux sociaux, tout cela est un peu, beaucoup plus simple, pas un peu, beaucoup plus simple. Parce que vous avez juste besoin de publier votre concept, pas tout de votre concept, mais de publier votre concept et plus rapidement et plus facilement. Des gens sont intéressés et l'on pourrait être vraiment surpris du, du nombre de personnes que cela intéresserait en fait. Donc les réseaux sociaux vont constituer en 2024 le moyen le plus rapide, efficace aussi, j'ose dire efficace aussi de valoriser, de mettre en valeur vos idées originales. Comment faire pour transformer des idées en projets concrets? Pour transformer des idées en projets concrets. Pour moi, la première chose à faire,
bâtir une équipe. D'accord? Une équipe qui va partager la vision. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'idées. Il faut avoir une vision pour soutenir cette idée-là et ce projet. Donc, construire une équipe qui va partager la vision et qui va être prête à faire le chemin avec soi. Une équipe qui sera essentiellement constituée de personnes qui vont consacrer du temps, des compétences à la réalisation du projet. Pour moi, c'est le premier point. D'accord? Pour passer de idée en projet concret. Fondamentalement, que ce soit ce que vous allez faire, il faudra travailler avec des humains. Et l'objectif de bâtir cette équipe et la raison pour laquelle chaque membre de l'équipe doit pouvoir partager la vision, soutenir la vision. C'est-à-dire que chaque membre de l'équipe, de ce point de vue, les membres de l'équipe de ce point de vue doivent pouvoir être interchangeables. Pas en termes de compétences particulières, mais en termes de vision et donc d'énergie apportée au projet, d'investissement de soi. Les membres de l'équipe doivent pouvoir être interchangeables. Tout le monde n'aura pas exactement la même fougue, mais quand même la détermination doit être dans la même tendance, dans la même gamme. Et c'est ce qui permet à l'idée de progresser juste d'un concept à quelque chose de plus concret, éventuellement dans le temps. Et ce qui fera que les différentes personnes vont s'impliquer et de par leur implication, elles vont, chercher d'autres personnes qui pourront contribuer directement ou indirectement à la réalisation du projet. Donc pour moi, c'est le premier facteur. La bonne équipe. Lorsque la bonne équipe est construite, maintenant, suivant le type de projet, il faudra décider au fait donc des autres éléments, à rajouter. Mais naturellement, tout cela va se dessiner avec des discussions, dans des contextes de discussion, de brainstorming, justement avec l'équipe. C'est justement, chacun à ce moment-là va apporter un élément bien particulier pour faire évoluer la discussion, pour faire évoluer le concept. Quelle est ta définition du bonheur? Le bonheur. Pour moi, le bonheur, je ne parlerai pas vraiment du bonheur. Je vais parler plus d'accomplissement. Parce que pour moi, c'est la façon dont je mesurerai la chose. C'est-à-dire que je mesurerai l'existence par rapport au ressenti d'accomplissement. Et c'est seulement à travers ce ressenti-là que je pourrais parler de, ok, je suis heureux. Je pourrais parler de bonheur. Et quand je parle d'accomplissement, ça c'est dans tous les domaines, que ce soit dans un domaine relationnel ou dans un domaine financier, dans un domaine de carrière, etc. L'idée c'est que lorsque nous nous sentons accomplis, nous nous sentons vraiment exactement là où le sweet spot, c'est-à-dire à l'emplacement exact où c'est le point parfait pour nous. Et ce sentiment de plénitude, je suppose, est ce que on appellerait communément le bonheur. D'accord.
Et donc, pour moi, la définition passerait forcément par la case accomplissement. Et donc, l'idée, plutôt que de chercher à être heureux, l'idée pour moi, c'est de construire notre existence autour de la notion d'accomplissement et de tout ce que cela implique, c'est-à-dire de fierté, de réalisation, de satisfaction, et donc de tout ce que cela implique, donc d'investissement, de travail, de résilience, puisque ce sont ces éléments, le travail, la résilience, d'accord, le dynamisme, qui vont nous permettre d'atteindre des objectifs, peu importe la sphère de l'existence, bien sûr. Et lorsque ces objectifs-là sont atteints, justement, nous avons un sentiment de fierté, nous nous sentons disposés à encore faire plus, tu vois, cette incitation, etc. Et progressivement, cela nous amène à un point où nous nous sentons juste accomplis. Parce que nous sommes exactement, un peu comme exactement là où l'on doit être dans la vie. Ni trop devant, ni trop derrière, juste le point parfait pour nous. Un peu. Donc pour moi, c'est de ça qu'il s'agit. L'on pourrait appeler tout cela le bonheur, mais pour moi, je parle plus d'accomplissement. Quel est le sens de la vie pour toi? Pour moi, en ce qui me concerne, la vie n'a pas de sens. Il s'agit d'une page blanche où il n'y a rien d'écrit. D'accord? Il n'y a pas de sens prédéfini. La seule histoire qui figure sur cette page est celle que je décide d'écrire maintenant. Maintenant. Et donc, le seul sens que la vie a est celui que je décide de lui donner maintenant. Et ce qui fait que la vie, et donc la vie telle que je me la suis appropriée, donc ma vie, est totalement en fonction de ce que je décide d'en faire. Ce qui fait que j'en ai l'entière responsabilité et le contrôle entier. Le choix est mien de lui donner un sens bien particulier. Et cela va avec le fait que nous naissons justement libres, en fait. Nous naissons libres d'effectuer ce choix-là. Nous naissons libres avec cette capacité-là intrinsèque d'orienter notre existence, d'orienter notre vie dans la direction qui est à notre convenance, dans le sens que nous voulons. Et cela, lorsque l'on prend conscience de cela, ça nous met dans une position bien particulière, pas une position privilégiée parce que c'est un droit de naissance, mais certaines personnes peuvent se sentir privilégiées au fait de prendre conscience de cela, puisque justement tout le monde n'exerce pas ce droit, ou tout le monde n'est pas dans une position basique, d'accord? On évoquait tout à l'heure la question sur tout à l'heure quand je donnais l'exemple d'une personne qui pourrait se trouver dans une dynamique où culturellement il n'est pas acceptable de faire ci ou ça. Donc, cette personne n'est pas forcément dans la même position qu'une autre, c'est-à-dire par rapport à sa capacité d'exercer, d'orienter son existence comme elle l'entend. Cependant, ça ne veut pas dire qu'elle n'a quand même pas, en fait, ce droit ou qu'elle n'en a pas le pouvoir. Tout est un choix, c'est juste que ça va lui demander éventuellement plus d'efforts qu'à une personne lambda. Donc, l'idée est simple. Nous naissons tous souverains, d'accord, maîtres de notre vie, et donc maîtres des choix que nous faisons, et donc de la direction que nous donnons à notre vie. Et donc libre de ce choix, libre de chacun de ces choix, libre donc de donner une direction bien particulière, de donner un sens bien particulier
dans notre vie. Non. Le sens de la vie pour moi est celui que je décide de lui donner. Et il faut comprendre que lorsque certaines personnes se trouvent dans des positions où éventuellement c'est comme si c'était des trucs, des situations sans issue, où éventuellement leurs choix de vie sont conditionnés par d'autres. C'est vrai que dans ce genre de situation, il n'est pas forcément évident, d'accord, surtout si ils sont limités, soit financièrement ou autrement, d'accord. Donc, ils sont obligés de suivre ce qu'on leur a demandé de faire. C'est des situations bien particulières. Quand je dis bien particulières, c'est pas qu'elles sont rares, elles sont très courantes. Mais il y a toujours une marge de manœuvre. C'est comme un monsieur qui m'apprenait il y a quelques années qu'en fait, ce monsieur disait un truc. Il disait qu'on a toujours le choix dans la vie. On a toujours le choix. Et on était un certain nombre avec lui. Et quelqu'un demandait. Et, et même lorsqu'on veut mourir, il dit oui, même lorsqu'on veut mourir. Il donne un exemple, il dit que même lorsque quelqu'un a une âme pointée sur votre tête et est prête à vous tuer, vous savez que vous allez mourir de toute façon. La question n'est pas de savoir si l'on va mourir ou pas. C'est une évidence. On a quand même encore le choix de mourir avec un sourire aux lèvres ou pas. Donc, quel que soit ce qui arrive, il y a toujours une marge de manœuvre qui nous est réservée. C'est comme une porte dérobée, d'accord, qui nous permet d'avoir accès à cette liberté potentielle qui a toujours été nôtre. Donc, l'idée, pour revenir d'où je partais, les personnes qui se retrouvent dans des situations où elles ont des contraintes, elles sont obligées de faire des choses parce qu'il y a une pression. Voilà. La personne qui ordonne leur met une pression financière, ou etc. Ou c'est plus culturel, etc. Il y a toujours comme une marge de manœuvre. Il y a des choses qui sont négociables. D'accord. Des fois, il faut négocier avec vigueur. Et des fois, il faut juste trouver le moyen de prendre la distance. Des fois, il faut juste avoir la force de faire un virage à 180 degrés aussi. Et souvent, ce genre de truc a le mérite de prendre tout le monde par surprise. Parce que voilà, lorsque vous êtes prêt, généralement, on va rester dans le sens qui nous est imposé parce qu'on a peur soit de décevoir ou soit de perdre un soutien qu'on avait. Et c'est totalement légitime, mais le truc toujours est de se demander au fait qu'est-ce que l'on veut vraiment pour soi. Et est-ce que la voie qu'on est en train de prendre, est-ce que le sens que notre vie en ce moment-là est celui que l'on veut bien lui donner? Et si ce n'est pas le cas, peu importe le genre de soutien, etc., il n'y a juste pas moyen que vous soyez accompli à la fin. Il n'y a juste pas moyen. Donc, le sens de la vie est celui que nous décidons de lui donner, même si l'individu dit, oh, ok, que il est obligé de faire, si même là encore, ce serait son choix de se laisser aller à ça. Parce que même si vous vous laissez aller à ça, vous pouvez quand même décider du temps que vous organisez pour changer les choses éventuellement. Comment se connecter à la nature? Comment se connecter à la nature? Pour moi, c'est une question, je sais pas dire profonde le bon adjectif, mais je pense que peut-être subtil. Pourquoi je dis cela? Il y a quelques années, quelqu'un a attiré mon attention sur une chose. La personne disait,
il ne faut pas confondre la nature et l'environnement. Il y a une différence entre la nature et l'environnement. Et la personne n'a pas donné plus d'explications. C'est-à-dire que j'étais supposé trouver la compréhension réelle de la chose par moi-même. Et donc, c'est littéralement ce que je vais laisser ici encore pour que pour que chaque personne qui suit puisse, à sa façon, trouver un sens à cela. Cependant, je vais quand même trouver un moyen de ne pas donner de réponse, mais répondre à la question. Si j'assimile, d'accord, pour répondre à la question, si j'assimile la nature à l'environnement, dans le cadre de la question, ce n'est pas le cas, la nature, ce n'est pas l'environnement, mais je vais assimiler les deux pour répondre à la question. Comme ça, je suis sûr que je ne donne pas la réponse et que chacun pourra aller chercher la réponse de c'est quoi fondamentalement la différence entre les deux. Si j'assimile la nature à l'environnement, pour se connecter à la nature, la chose est simple, se déconnecter de notre train-train habituel. C'est aussi simple que ça. Parce que nous vivons de façon... Nous sommes plus connectés, d'accord, à ce monde que nous avons créé, qui est différent du monde dans lequel nous avons été créés. D'accord. Le monde que nous avons créé est le monde, je vais dire artificiel, d'accord. Quand je dis le monde artificiel, je ne parle pas juste de technologie. Les maisons que nous avons construites n'ont pas été construites ont été construites par des hommes, n'ont pas été construites, c'est pas préfet dans la nature. Nature égale environnement. Ce n'est pas préfet. Donc c'est quelque chose que nous avons artificiellement créé. Nous avons créé des abris artificiels pour notre propre sécurité, notre propre survie. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Donc tout ce qui est créé de par l'homme est ce à travers lequel nous nous reconnaissons, est ce à quoi nous sommes connectés au quotidien. Donc l'idée c'est de nous déconnecter de cela et de retourner, d'accord, à ce monde dans lequel nous avons été créés. C'est-à-dire à ce qu'il y a de plus primitif dans la nature, donc dans l'environnement. C'est-à-dire ce truc-là qui ne dépend pas de la volonté humaine, mais qui a sa propre conscience et qui a son propre rythme, sa façon de fonctionner, un peu comme le corps humain a son propre rythme. Aucun d'entre nous ne décide de faire arrêter battre son cœur, de relancer son cœur, etc. Aucun d'entre nous ne décide de voilà, je vais regarder ma respiration 1 heure de temps et puis tout va bien, etc. Donc, ces trucs-là sont rythmés et ne dépendent absolument pas de nous. Donc, de la même façon, dans la nature, les choses ont leur rythme qui leur sont propres. Et l'idée, c'est de se déconnecter de ce monde artificiel que nous avons créé. Puisque dans nos maisons, c'est nous qui décidons du rythme. Quand nous allumons les lampes, quand nous les éteignons, quand nous allumons notre télévision, quand nous l'éteignons, quand nous allumons notre portable, quand nous l'éteignons, disons jamais. Mais voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire. La nature, c'est cette partie de l'environnement dans lequel nous vivons qui n'est pas dictée par la volonté humaine, qui est dictée par un rythme qui lui est propre et naturel. Ça définit le mot par le mot, un rythme qui lui est propre, d'accord, sans interférence et sans intervention humaine, et qui survit à l'homme et qui survivra toujours à l'homme. Et l'idée,
c'est de se mettre en alignement avec dans cet environnement-là. Et pour ce faire, comme je l'avais évoqué, se déconnecter au fait de tout ce que nous avons créé et retourner au plus basique. Retourner au plus basique. Pour certaines personnes, cela va constituer de la marche, d'accord, dans les montagnes. Pour d'autres, ça va être peut-être faire du camping. Pour d'autres, aller à la pêche. Pour d'autres, juste de la promenade, mais dans un environnement le plus proche possible de ce qui est naturel, je vais dire. C'est-à-dire un environnement où vous avez une flore et une faune authentiques et où, en fait, vous n'avez pas d'autre forme de distraction. La seule forme de distraction que vous avez est celle-là. Est celle qui n'est pas créée par l'homme. D'accord. C'est la meilleure façon, en fait, de procéder. Certaines personnes vont aimer marcher pieds nus. D'accord. C'est recommandé de vraiment le faire. Généralement, dans un espace où il y a de la végétation, bien sûr, il faudra faire attention à ne pas se blesser, ce genre de truc. Et deux personnes, par exemple, à la plage, vont préférer le faire à la plage, mais cela nous permet d'être en contact direct, d'accord, avec le sol. Et c'est, bon, c'est quelque chose de simple, de basique. Mais le fait d'y accorder une attention bien particulière rajoute une dimension supplémentaire à l'acte. Rajoute une dimension supplémentaire à l'acte. Et il s'agira aussi d'absorber cette énergie autour de nous. Lorsque vous vous promenez dans les montagnes, cela inspire de la grandeur. Lorsque vous êtes au pied d'une montagne, cela inspire de la grandeur. Cela inspire. Il y a un silence, une magnificence, pourtant une grandeur qui s'impose. C'est une forme d'énergie qu'il faut apprendre à identifier, dont il faut prendre conscience et absorber. C'est de la grandeur, mais pourtant c'est présent, mais c'est en même temps, ça se laisse prendre. Ça se laisse prendre. Et donc, lorsque vous asseyez, certaines personnes, ça va juste être se coucher, d'accord, dans les herbes et observer le ciel. Le ciel aussi fait partie partie intégrante de la nature, que ce soit en pleine journée ou en pleine nuit. En pleine nuit, c'est beau. Je veux pas dire que c'est beaucoup plus beau, mais voilà, c'est plus agréable. C'est plus agréable en pleine nuit. Donc, l'idée va rester la même, c'est d'absorber ce truc-là, cette dynamique naturelle, cette dynamique de l'environnement, d'accord, qui ne dépend pas de nous et qui a son propre rythme. Et éventuellement, à un moment donné, nous allons nous aligner sur cette même fréquence. Et comment l'on peut savoir juste qu'on est aligné sur cette fréquence? Lorsque on est tellement absorbé par le processus qu'on ne pense à rien d'autre. À rien d'autre. On est juste là. Là, il y a une forme d'alignement, d'accord, qui se réalise. Et c'est un bon état dans lequel se retrouver. À tout point de vue. À tout point de vue. Donc, pour moi, pour se connecter dans la nature, c'est juste là. D'abord, il faut naturellement savoir de quoi qu'on parle, de quoi l'on parle lorsqu'on parle de nature. Et juste être dans le processus de se déconnecter de tout ce que nous avons créé, nous avons mis sur place artificiellement et de se connecter à cet environnement-là. Ok. Comment pratiques-tu la gratitude? Gratitude.
Ma façon à moi de pratiquer la gratitude. En fait, disons qu'il y a plusieurs façons de pratiquer la gratitude. Pour certains, cela va constituer le fait de faire c'est des affirmations où ils expriment leur gratitude. Merci pour tel, merci pour tel, merci pour tel. Je crois que j'ai abordé le point là une fois. Fondamentalement pour moi, cela va être généralement un réveil, d'accord? C'est dans ma routine. On peut appeler ça une prière. J'ai des choses pour lesquelles je témoigne ma reconnaissance. Des concepts généraux. De façon générale, hein, je ne rentre pas dans les détails des choses bien précises. Des trucs, des, des concepts généraux pour lesquels naturellement, qui englobe donc des trucs bien particuliers pour lesquels je vais témoigner ma reconnaissance, ma gratitude. Et au quotidien, en dehors de cela, au cours de la journée, trouver le moyen voilà, de ressentir de l'appréciation, parce que la gratitude n'est pas juste dans le merci, c'est dans l'appréciation, en fait, des petites choses. Et bon, la taille des choses est totalement relative, ça, la façon d'apprécier les choses est totalement relative. Mais, le fait à un moment donné, de se poser et d'avoir de l'appréciation pour certaines choses. Ça peut être pour un événement qui vient littéralement juste de se dérouler ou pas. Cela rajoute, cela rajoute au quota de gratitude que nous avons dans la journée. Puisque, généralement, lorsque on est dans cet état où on pratique la gratitude, ou du moins, c'est difficile d'être reconnaissant et de ne de se sentir mal en même temps, ou de se sentir pas complet, ce genre de truc. Lorsque tu es reconnaissant pour quelque chose, cela a une connotation vraiment positive sur nous-mêmes, pour nous-mêmes, et cela me permet en fait d'être dans une dynamique optimiste, que l'on en soit conscient ou pas. Parce que justement, cela nous met dans l'état d'esprit je ne veux pas dire de la plénitude, mais de la possibilité, d'accord, de quelque chose qui est déjà accompli. Et donc, lorsque je suis reconnaissant pour quelque chose, c'est indirectement, je suis en train de dire, ok, je reçois des choses dans ma vie. Et donc, que j'en sois conscient ou pas, cela crée un champ d'optimisme. Cela m'ouvre au champ de possibilités. Parce que à chaque fois que je vais citer quelque chose de plus pour lequel je suis reconnaissant, je suis en train de dire qu'il y a des choses, éventuellement, pour lesquelles je suis reconnaissant dont je ne suis pas conscient. Donc, éventuellement, je sais que de nouvelles choses rentreront dans ma vie pour lesquelles je serai reconnaissant. Et l'autre chose qu'il faut garder à l'esprit, qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que souvent, je crois que j'ai abordé le point là, mais je vais essayer juste de juste le brosser. C'est que les choses pour lesquelles nous sommes généralement reconnaissants, ou parmi les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants, il y a des choses avec lesquelles nous sommes venus, d'accord, dans ce monde, un souffle, la santé, etc. Il y a des choses qu'il faut entretenir, la santé, il faut entretenir dans tous les cas. Mais ce sur quoi je veux attirer mon attention, c'est par exemple, supposons qu'il y a des trucs bien particuliers que l'on voulait à un moment donné et que l'on a eu. Et pour cela, je suis reconnaissant pour telle chose dans ma vie, je suis reconnaissant pour telle personne dans ma vie, etc., etc. Mais comprendre qu'à un moment donné, c'est des choses que l'on voulait et que maintenant que l'on a. Et donc, ce qui va souvent nous éloigner au fait
cet état de gratitude, c'est l'attente des choses que l'on veut, des choses que l'on veut, que l'on n'a pas encore. Mais juste, l'idée, c'est de se rappeler que de la même façon que maintenant on est reconnaissant, on a de la gratitude pour les choses qu'on l'on a, éventuellement les choses que l'on veut, on finira par les avoir. Et donc de nous détacher de ce sentiment de manque, d'accord, et de pleinement et très souvent trouver le moyen conscient de retourner dans un état de gratitude. Voilà. Comment cultiver la paix intérieure? Je vais dire la méditation. Quelqu'un d'autre peut parler d'introspection, etc. Je, je dirais dans ce cas particulier, pour moi, dans un contexte ou dans l'autre, je peux utiliser l'un ou l'autre des mots pour dire la même chose. Mais dans ce contexte bien particulier, je dirais la méditation. Et rien de bizarre dans ce que je dis. Quelque chose juste de très simple. Juste s'asseoir, d'accord? Et faire la paix avec soi-même. Ça semble, mais c'est ça. Faire la paix avec soi-même. Parce que, éventuellement, lorsqu'on s'assoit, c'est l'occasion de visiter les conflits que nous avons avec nous-mêmes. Tous les conflits intérieurs. Et c'est se donner le temps et l'opportunité de les repenser autrement. Donc forcément, c'est un exercice d'introspection, c'est vrai. Mais c'est pourquoi je le dis chant dans le sens méditation, c'est un peu, puisque pour moi, en fait, je différencie la chose du point de vue de l'objectif. Bien sûr, à la fin, tout en un, l'objectif est le même. Cependant, suivant le but, je nuance la chose. C'est-à-dire que dans l'introspection, lorsque je m'assieds pour faire de l'introspection, c'est dans un but, il y a une visée bien particulière. Éventuellement, soit c'est pour faire un exercice sur le pardon, un truc en particulier, ou pour la clarté de l'esprit, etc. Mais c'est pourquoi je reste sur le point de vue méditation, c'est-à-dire que bien que cette façon de procéder, qui va ressembler à de l'introspection, fasse partie du processus, il y a aussi d'autres façons de le faire. C'est pour ça que j'ai préféré utiliser le terme méditation plutôt que introspection. C'est-à-dire, il y aura d'autres façons de faire la paix, de trouver le moyen de faire la paix avec soi-même, qui ne passe pas à proprement dit pas de l'introspection. À proprement dit pas de l'introspection. Quoiqu'il y ait un certain degré d'introspection, mais ce ne sera pas le thème majeur dans ces contextes-là. Donc, pour continuer dans le sens de ce qui semble être de l'introspection, ce qui est de l'introspection, pour être honnête, l'idée, c'est de prendre chaque contexte de conflit intérieur, d'accord, et de travailler, de prendre chacun d'entre eux, d'y travailler, de façon à harmoniser, au fait, chacun des éléments impliqués dans le conflit, mais à l'intérieur. Trouver le moyen de séparer ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas, d'accepter les choses pour ce qu'elles sont, de digérer toutes les émotions impliquées et de ramener donc la balle à terre avec soi-même. Ça, c'est une façon de le faire. L'autre façon de le faire, d'autres personnes vont juste préférer réciter des prières. J'appelle ça méditation. Pour d'autres, c'est des prières. La personne va réciter la prière encore et encore et encore. Chez d'autres, ils vont réciter des mantras. Ça, essentiellement chez les bouddhistes et conseils, ils vont réciter des mantras. Puisque on se rendra bien compte que la fin va être la même. Mais le modèle utilisé pour atteindre cette fin
va être nuancé. C'est pour ça que je voulais pas utiliser le thème introspection à proprement dit, puisque fondamentalement, pour ce qui concerne la culture de la paix intérieure, voilà, il y a des axes bien définis, en fait, qui pourraient, c'est pas seulement la voie de l'introspection, à proprement dit. Quoique, qui dit prière, va, c'est pas vraiment de l'introspection. Qui dit prière va plutôt surfer sur la vague de cultiver des états supérieurs, je vais dire, de conscience. Et ces états supérieurs de conscience viennent avec des qualités. C'est-à-dire que celui qui va cultiver, quel exemple je pourrais donner? Prenons par exemple, celui qui va juste cultiver la joie, d'accord? Celui qui va continuer cultiver la joie, la béatitude, va générer en son propre sein, en sa propre conscience un état d'être qui lui permet de se détacher de tout ce qui est conflit et de chercher et de magnifier en son sein, au sein de sa conscience, d'accord, ce sentiment de joie. Et ce sentiment de joie et de béatitude magnifié va faire que toute son attention va éventuellement être orientée vers que des scénarios, d'accord, de joie et de béatitude. Et cela va lui permettre de transformer, de transmuter justement sa perception des conflits, de situations conflictuelles à une situation de béatitude. C'est-à-dire, c'est un peu comme quelqu'un qui... est-ce que le mot c'est s'illusionner? Mais c'est à ça que ça ressemble, mais dans le fond, ce n'est pas ça. Ce qui va juste se passer, c'est que la personne aura toute son attention orientée vers cette énergie supérieure, d'accord, qui va être la joie et la béatitude dans ce contexte, ce qui fait que elle va développer une paix qui ne dit pas son nom, puisque les forces avec lesquelles elle a décidé de se lier en ce moment-là sont des forces qui nourrissent la paix, qui nourrissent la paix. Celui qui va réciter les mantras, c'est relativement le même processus, à la seule différence que c'est un peu comme lorsque l'individu va chanter son mantra, il va plus développer un degré de concentration qui lui permettra justement de se laisser ancrer par ce qu'il veut. Et donc, c'est un peu comme quelqu'un qui est dans une pièce dans laquelle il y a beaucoup de bruit et qui met des trucs pour se boucher les oreilles. Il y a du bruit, mais il n'entend pas ce bruit. Il n'entend pas ce bruit. Il a mis des écouteurs. Disons qu'il a juste mis des écouteurs. D'accord. Et il voit les bouches bouger, mais il n'entend rien venant de l'extérieur. Tout ce qu'il entend, c'est la musique que lui donnent ses écouteurs. Donc, celui qui va essayer des mantras va plutôt générer ce genre d'état. Ce qui fait que lorsqu'il suscite en lui-même le désir de la paix, du silence de la paix, c'est justement l'état qu'il va créer, puisque toute son attention en ce moment a été exercée à n'être concentré que sur l'objet de son choix. Donc cela, ce n'est pas que à proprement dit, cela tait les conflits intérieurs, mais c'est juste que les conflits intérieurs n'ont plus le poids qu'ils avaient. Ils n'ont juste plus aucune forme de valeur. Un peu comme, ok, je vois des bouches qui bougent autour de moi, mais ok, c'est juste des bouches qui bougent. Moi, ça ne me touche pas, j'entends pas. Je suis dans ce que je fais.
Et cet exercice étant différent, donc aussi maintenant, donc, on se rendra bien compte de l'introspection où justement j'irai dans le conflit et je trouverai le moyen de faire la paix entre les différentes parties du conflit. C'est-à-dire, je prendrai le conflit si ça implique des individus dans mon esprit ou une situation bien particulière. Je prendrai les différentes composantes du conflit et y mettrai de l'équilibre. Donc, 3 approches différentes pour le même résultat. Voilà pourquoi j'ai préféré utiliser le mot méditation. Parce que dans les 3 cas, les 3 individus vont s'asseoir, vont être en train de faire 3 choses différentes. Tout ce que quelqu'un à l'extérieur verrait, c'est quelqu'un assis. Maintenant, les 3 individus seront en train de faire exactement des choses différentes pour exactement le même résultat à la fin. Donc voilà. Comment faire face à la souffrance et à la perte? Je pense que je vais, pour la perte, je vais, euh, oh, oh, une perte, ça va toujours être difficile, ça va toujours être pénible, d'accord? Ça va toujours être difficile et pénible. Je pense que le plus simple à aborder, de mon point de vue, c'est le point de la notion de souffrance. Puisque mon entendement de la souffrance n'est pas vraiment populaire, d'accord? N'est pas vraiment populaire. Mais cela consiste en quoi? Pour moi, lorsqu'on parle de souffrance, ou ce que je définis comme étant la souffrance, c'est lorsque un individu se refuse à accepter la douleur née d'une situation. C'est-à-dire que la souffrance naît d'un refus d'acceptation d'une situation ou d'une douleur. Donc, elle est auto-infligée. C'est comme ça que je dirais la chose. Et donc, comment faire face à quelque chose qui est auto-infligé? Il faut juste arrêter de se l'auto-infliger. Il n'y a pas d'autre façon. Je ne sais pas si la façon dont j'ai expliqué la chose est suffisamment claire. Mais ok, comment est-ce que je dirais? Supposons que il y a quelqu'un qui se blesse, d'accord? Il y a un enfant qui se blesse. Sur le coup, il a mal. La douleur là est inévitable. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de l'existence. D'accord? Il a mal. Et c'est ok. Parce que la douleur va passer. Le problème, c'est que à chaque fois que l'enfant va passer son temps à se rappeler du moment où il se blesse, il s'oblige mentalement à revivre l'événement encore et encore. Et à chaque fois, il le revit avec les mêmes ressentis, avec pas la même sensation, parce que c'est pas qu'il se reblesse physiquement, donc la sensation physique n'est pas là, mais avec les mêmes émotions, les mêmes ressentis. Et à chaque fois qu'il le revit, bon, c'est un enfant, pour l'exemple, disons qu'il pleure encore, à chaque fois qu'il le revit mentalement. Mais le truc qu'il faut garder à l'esprit, c'est que là, il est en train de souffrir. Il souffre pas de l'événement. Il souffre de ce rappel perpétuel qu'il s'inflige à lui-même. Puisque le couteau qu'il a blessé, si c'est un couteau qu'il a blessé, ne l'a blessé qu'une fois. Mais lui-même, il se blesse mentalement N fois. Et c'est là sa souffrance. C'est pour ça que je dis que la seule façon de
faire face à la souffrance, c'est chance d'arrêter de se faire souffrir. Parce que fondamentalement, c'est ce cercle vicieux-là que je définis comme étant la souffrance, où l'on se refuse d'accepter que, ok, l'événement est passé, l'événement est arrivé, et le laisser aller. Le refus de laisser aller, de laisser couler, va générer la souffrance parce que l'individu va juste s'attacher à ce truc-là qui est douloureux, ou qui, en fait pas qui est douloureux, qui a été douloureux, et va reproduire le scénario encore et encore dans son esprit, et encore dans son esprit. Il y a certaines personnes qui adorent, qui adorent le fait. C'est une histoire que l'on raconte, où la dame, elle va tout le temps, elle va chez le prêtre. Chaque semaine, elle est chez le prêtre, où elle lui raconte comment elle a eu, on lui a fait, comment les gens lui ont fait mal. D'accord? Comment les gens lui ont fait mal. Et c'est une histoire où elle est la victime, quoi. Et c'est pas que à chaque semaine, les gens lui font mal. C'est pas qu'à chaque semaine, elle est de nouveau victime. C'est toujours la même histoire de il y a 10 ans qu'elle vient raconter encore. Elle peut parler de 2 ou 3 trucs, mais elle finit toujours pas par parler de cette histoire-là. Encore et encore, chaque semaine, elle ramène exactement la même histoire. Et quand elle parle de 2 ou 3 trucs qui sont passés, elle va rajouter l'histoire là. Ouais, elle peut commencer par l'histoire là, et ensuite par ça. À un moment donné, le prêtre va dire, mais oui, mais euh, à chaque fois tu ramènes cette histoire encore, mais qu'est-ce qui va pas chez toi en fait? Et elle lui dit, mais j'adore ça. Bien qu'elle soit la victime, elle, elle adore littéralement en fait. Et c'est littéralement le jeu que les gens vont jouer, ou que les gens jouent avec eux-mêmes au quotidien. C'est-à-dire qu'ils prennent un malin plaisir à s'auto-flageller, à se rappeler des événements difficiles, des situations difficiles, euh, un peu comme pour rechercher de la pitié, soit dans le regard des autres, soit avec eux-mêmes, genre pour c'est une façon à eux de s'apitoyer sur leur sort. Et ils aiment tellement le faire que quand ils ont le plus petit créneau de temps, ils vont juste s'asseoir et se laisser plonger dans ça. Ça, c'est se créer de la souffrance. Parce que justement, ce n'est pas un genre de contexte, d'événement qui leur a été favorable, donc qui leur a donné de la joie, de l'épanouissement, de l'accomplissement, du bonheur. Et ce n'est donc pas souhaitable, puisque si consciemment on demande à ces gens-là, ok, est-ce que vous aimeriez revivre le truc, ils diraient non. Mais en oubliant que ils se le font revivre tous les jours. Ah. C'est hallucinant en fait lorsque on se rend compte de certaines choses. Et donc le truc c'est pour faire face à la souffrance, il faut arrêter de se faire souffrir. La douleur, euh, ça fait partie de l'existence humaine. Il y a aucun intérêt à fournir un effort particulier pour empêcher la douleur. Parce que elle sera soit physique ou elle sera émotionnelle. Mais comme toute chose, elle passe. La douleur va éventuellement naître d'une blessure, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Et la blessure guérit. La douleur passe. Donc c'est cela.